Bonjour Zoran, bonjour Ludovic, Boukerma, vous êtes les réalisateurs de Teddy, qui était projeté hier en sélection officielle. C'est votre second film ensemble. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Voilà. Qui sommes-nous? On est frères jumeaux, Ouais. Ludovic et Zoran Boukerma. On a, je crois, toujours eu envie de faire des films ensemble. Totalement. On a réalisé un premier long métrage il y a 4 ans qui s'appelait Willy Premier, qu'on avait co-réalisé avec 2 autres personnes, donc Hugo Thomas et Marielle Gauthier. Donc c'est un projet un peu collectif. Et Teddy, c'est notre premier long métrage à 2, quoi. C'est vrai qu'après Willy Premier, qui était une comédie dramatique un peu hybride, s'est posé la question de quelle devait être la suite. En fait, qu'est-ce qu'on allait faire comme deuxième film? D'autant que c'était le premier qu'on faisait à 2. Et dans la maison où on était en vacances, il y avait des petits trucs de farce et attrape. Il y avait des mains de loup-garou, une espèce de masque de loup-garou. Et on s'est dit pourquoi pas faire un petit court-métrage, histoire de décompresser, de faire un truc vraiment de manière hyper insouciante. Et on a fait ce petit court-métrage filmé au téléphone portable, sans scénario, sans équipe, etc. Et on s'est beaucoup amusé en le faisant. Et on s'est dit, en fait, ouais, faire des films, c'est quand même censé être marrant. Et nous, on se mettait peut-être un peu trop de pression. Et du coup, on s'est dit, voilà, faisons du film de genre parce que c'était quelque chose d'insouciant un peu. Je crois qu'on a quand même toujours voulu faire ça, plus ou moins. Ouais, on a commencé à écrire. Moi, j'ai commencé à écrire mon premier long métrage. J'étais au lycée, je crois que j'étais en première littéraire. Et j'ai commencé à écrire un truc que j'ai réussi à... Et j'étais au bout, bizarrement. C'est un truc que j'ai commencé à écrire dans un cahier de brouillon. Et finalement, j'ai écrit, je sais pas, 2 ou 3 cahiers de brouillon remplis. Et après, on a repris ça à 2. Et c'était mieux à 2. Donc, on s'est rendu compte, tiens, il y a un truc à faire. Quand on travaille à 2, c'est mieux. Donc, du coup, on a poursuivi de cette façon-là, quoi. On faisait des remakes de Friends aussi au lycée. On ouais. prenait les épisodes et on faisait plan Des par plan la remakes même gore chose. ou... Absolument pas, même pas. On faisait vraiment au plan pour plan la même chose. Et je montais ça le week-end. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos influences Ouais, cinématographiques? on a grandi avec le cinéma de genre beaucoup parce que notre mère était une fan invétérée de Stephen King. Donc c'est vrai qu'elle nous lisait les nouvelles de Rêve et Cauchemar, etc. avant de se coucher quand on avait, je sais pas, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Totalement. Donc on a grandi avec ça, elle nous a montré... ouais, c'est ça le résultat. Elle nous a montré du coup les adaptations des films de Stephen King, que ce soit, je sais pas, La Ligne verte, ça, qui était le téléfilm en 90. Ouais. Et c'est vrai qu'on a vraiment grandi avec ces références-là, qui étaient plutôt d'ailleurs des références américaines. Et, les Contes de la Crypte aussi d'ailleurs. Ouais, la série Les Contes de la Crypte, qui est complètement kitsch. Espèce de genre un peu... Enfin, nous, on aime bien le genre qui mêle l'humour, qui se prend pas trop au sérieux. Même c'est ça, votre film... Freddy de Wes Craven ou quoi. On a un peu l'impression que les séquences qui sont pas des séquences gore, c'est plutôt des séquences de comédie. Et c'est vrai que les films de genre, enfin nous en tout cas, on appréhendait ce truc-là comme ayant une certaine légèreté quand même de base. Donc, Oui, votre film est super drôle. Et le rythme est vraiment génial. Enfin, il y a plein de trucs un peu presque cartoonesques dans, je sais pas, par exemple, le personnage principal, quand il part de la cérémonie, là, qui fait un fuck, et puis il démarre la voiture cale, où il y a toujours un peu comme ça des contretemps qui sont vraiment très, très réussis, très drôles. Moi, je voulais aussi vous demander, est-ce que, peut-être on vous l'a déjà posé comme question, est-ce que Dumont, c'est aussi... Bruno Dumont, une inspiration, une influence, parce qu'il y a comme ça une parentalité un peu, notamment cette première séquence qui rappelle un peu aussi Petit Quinquin. Tout à fait. Mais ce qui est marrant, c'est que nos premiers courts-métrages, le premier court-métrage qu'on a fait avec Hugo Thomas, on était trois à la réal, c'était avec des acteurs non pros, et c'était d'ailleurs le rôle principal était tenu par Daniel Vanet, qui ensuite a joué le premier rôle de notre premier long métrage Willy Premier. Et c'était pareil, un peu un truc avec un décalage comique, un côté rural et que des non pros. Et tout le monde nous disait ah, c'est marrant, on dirait Bruno Dumont. Et nous on avait 20 ans, on connaissait vraiment pas du tout. Donc on se disait c'est marrant, je sais pas du tout qui est Bruno Dumont. Finalement, on a découvert ces films ensuite et on s'est dit ah oui d'accord, on comprend pourquoi on nous parle de ce lien de parenté-là, qui aujourd'hui, en tout cas, maintenant on assume en tout cas cette comparaison. Nous on aime beaucoup Bruno Dumont et d'autant plus dans l'humour, dans ce qu'il fait d'humoristique avec Petit Quinquin ou Maloute. On aime beaucoup ça, oui, c'est vrai que... Après, ce qui est intéressant, c'est que vous emmenez aussi vos personnages, par exemple le personnage de Pépin, il s'appelle, il n'est pas du tout... caricaturé, c'est un acteur non professionnel et il est en fait très profond, ce personnage qui accompagne le héros jusqu'à la fin. Comment vous avez travaillé par exemple avec cet acteur ?
Ce qui est intéressant avec les acteurs non pros, c'est que ça crée un truc qu'on aime bien, c'est ça crée des accidents en fait dans la façon qu'on a de travailler, parce qu'avec Ludovic, on est quand même assez angoissé, et donc assez rigide dans la façon qu'on a de faire les choses. C'est qu'on écrit un scénario qui est très précis, on fait un découpage qui est très précis. On essaye un peu de tout maîtriser, ou en tout cas d'avoir l'illusion de tout maîtriser quand on tourne. Et le fait de travailler avec des gens comme Ludovic Torrent, qui joue le rôle de Pépin par exemple, ça permet de générer des choses qu'on va pas maîtriser, qui vont se passer malgré nous quand on va dire action, quoi. Donc ça crée quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que par exemple avec Ludovic Torrent, donc le comédien, on a essayé par exemple de le diriger comme on avait dirigé Daniel Vanet dans Willy Ier, c'est-à-dire en lui mettant une oreillette, en lui disant on va lui souffler son texte, ça va être formidable. Et en fait ça n'a pas marché, mais du tout, il jouait comme une pine dès qu'il avait le truc dans l'oreille. Donc on lui a enlevé l'oreillette, en fait on s'est dit il faut juste qu'il apprenne son texte, et c'est ce qu'il a fait. Et la façon qu'il avait de le restituer, c'était assez étonnant, ça ressemblait pas exactement à la musique qu'on avait nous dans l'oreille quand on écrivait les dialogues. Et du coup, ça a créé un truc qui était assez intéressant. Ouais. Et comment ça s'est passé du coup cette rencontre entre des acteurs professionnels, Noémie Lovski, Anthony Bajon et ces acteurs? Je trouve avec les comédiens non pros, c'est qu'au début, on a un peu de la matière brute, des gens qui n'ont jamais été sur un plateau de cinéma, et puis finalement, à la fin du tournage, c'est devenu vraiment des acteurs. Et ils deviennent des acteurs. À la fin, il se plaçait dans ses marques, il disait son texte, c'était assez beau à voir, quoi. Il suggère des trucs, il refuse d'autres trucs en disant non, ça je peux pas faire ça, c'est pas bien. Puis il fait des vraies propositions d'acteurs, il fait des vraies propositions. Par exemple, dans la séquence du petit-déj à la fin, il s'est mis à pleurer pendant la prise. Il y a plein de choses comme ça qui sont assez belles qui se passent. Très belle cette scène, elle est très, très réussie. Il y a un côté aussi teen movie dans votre film. Il y a l'histoire du loup-garou, mais c'est aussi l'histoire de la transformation en loup-garou, mais aussi la transformation de l'adolescence à l'âge adulte. Enfin, il y a ce passage-là, c'était aussi quelque chose qui vous intéressait. Nous, ce qu'on a remarqué en revoyant les films de loup-garou, parce que pendant l'écriture de Teddy, on a revu pas mal de films de loup-garou. Je pense à Teen Wolf avec Michael J. Fox ou Ginger Snaps et tout ça. Souvent, c'est des films de coming of age où justement c'est un prétexte pour parler de devenir un homme, devenir une femme, etc. Et donc souvent, les petites mutations sont une façon symbolique de parler de ça. Nous, on voulait justement pas parler de ça. On avait l'impression que faire un film de loup-garou en 2020, c'est pas la même chose que faire un film de loup-garou en 2000 ou en 1985, parce que l'actualité est différente et forcément ça résonne différemment. Ce qu'on a voulu plutôt nous aborder, c'est le côté exclusion sociale, quelqu'un qui grandit dans la France périphérique, sans perspective d'avenir, etc. Et qui du coup a une espèce de rage, où en fait le loup-garou c'est plus une façon de répondre aux frustrations de la journée, c'est une façon d'exprimer ses frustrations la nuit. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a choisi la figure du loup-garou plus qu'une autre, parce que l'envie de faire du genre, elle était là, mais comment traiter le genre, quel type de film de genre fallait qu'on fasse, ça s'est déterminé justement aussi au vu de l'actualité. Mais c'est intéressant ce que vous dites là-dessus, parce que c'est vrai que effectivement on sent cette rage et on sent, même si le personnage il a quelque chose de très doux en lui, c'est pas un naïf, mais il a quelque chose de très doux. Et cette exclusion, effectivement, dont on sent qu'il est victime, même par rapport aux autres jeunes qui vont faire des études. Lui, on comprend qu'il a arrêté et qu'il est vu un peu comme le plouc qui bosse au salon de massage et tout ça. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de nous dans Teddy. Nous, on a grandi à la campagne, on vient d'un milieu modeste, on n'avait pas de chaussures de marque quand on était au collège, donc on était plutôt du côté des persécutés que des persécuteurs. Et je pense que nous, peut-être qu'on a eu la chance de transformer les coups en envie de partir. Très tôt, on a voulu faire des films et on s'est dit qu'on partirait là où on habitait, qu'on irait en ville et qu'on essaierait de faire autre chose. Mais on se dit que quelqu'un qui aurait peut-être pas eu la chance d'avoir une passion ou un truc qui l'anime, peut-être que ces blessures-là peuvent se transformer en rage plutôt qu'en envie d'ailleurs. Je trouve très drôle le personnage de Benjamin, notamment, qui super acteur. Guillaume Laterra. Ouais, qui est super. Et je ne sais pas comment vous avez fait, mais même sa peau, on dirait qu'il n'y a pas d'aspérité. Enfin, c'est pratiquement une sorte de Ken. Effectivement, vous parlez des persécutés du collège ou de l'adolescence, et à côté, on a les un peu héros qui chantent la Marseillaise et qui récupèrent la fille, la plus jolie fille du lycée. Est-ce que vous y avez pensé à cette espèce de figure masculine un peu agaçante ?
Oui, en fait, on a vraiment construit Teddy et Benjamin en complète opposition. C'est-à-dire que Benjamin, c'est le fils du maire, le beau gosse, celui qui a fait des études, il est plutôt intelligent, etc. Et Teddy, c'est l'inverse. C'est un gamin qui a grandi sans connaître ses parents, qui est élevé par un type que tout le monde considère comme un gars un peu bizarre. Donc il y a ce truc-là qui est aussi à l'origine de la frustration de Teddy, d'ailleurs, parce que c'est le fait d'être l'inverse exact de Benjamin qui va entraîner justement la colère, d'autant plus que Benjamin, en plus, lui pique sa copine. Et du etc. coup, pour la suite, vous avez déjà des désirs, des intuitions, des envies? Je pense qu'on a très envie de continuer à explorer un petit peu le genre, peut-être s'attaquer à une autre grande figure du cinéma de genre. Je crois qu'on a aussi très envie de continuer à filmer la ruralité du Sud-Ouest, parce que c'est celle dans laquelle on a grandi et à laquelle on est attaché. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a peut-être un petit easter egg quelque part dans Teddy. Totalement. Ok. Et du coup, vous pouvez nous redonner la date de sortie de Teddy? C'est en janvier? Ça sort le 13 janvier 2021. Ça sortira le 13 janvier 2021. Merci beaucoup d'être venu nous voir et on souhaite vraiment beaucoup de succès à votre film. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci. Un loup, c'est comme un renard, ça va tout te tuer, juste pour manger 4 merdes. C'est le loup, faites une battue, et si vous savez pas la faire, nous on s'en occupe pas. Oh, je vous parle là! Bon, qu'est-ce que tu fous là, toi, con? Tu vas te prendre un outrage. C'est bon, je reste derrière le scotch. Ça sert à quoi d'en mettre sinon? C'est le loup ou pas? Eh gros! Elle est pas là, Rebecca. Oui, elle est là, je l'ai vue par la fenêtre de sa chambre. Elle révise son bac. Ouais, mais je vais l'aider à réviser. Donc le bar à photo, c'est une association avant tout, qui est une galerie photo avec comme activité principale donc, de faire des expos tous les mois et également des stages photos, des marathons photos, des projections de courts-métrages, on a pas mal d'activités. On fait aussi beaucoup de défis photos qui sont accessibles sur la page Facebook du bar à photo. C'est la galerie qui crée en fait le lien entre l'artiste, le photographe et son public, et aussi peut-être des gens qui vont vouloir investir dans son art. Donc en fait, on essaie vraiment de faire vivre des artistes qui viennent de un peu partout et qui ont des profils tous différents. Et c'est ce lien-là qui est super important dans notre métier, je trouve. Alors pour le montage d'une exposition, c'est une coproduction entre nous, galerie, et le photographe. Et en fonction du travail, on adapte le travail au lieu, à la configuration du lieu, mais c'est une partie qui est très intéressante et parce qu'il y a aussi adapter un travail qui est déjà fait à un lieu dans lequel elle va être là pendant un mois. Donc c'est la rencontre entre cette expo et ce lieu, à travers aussi la proposition du photographe et nous, notre proposition en tant que lieu pour accueillir et mettre en valeur le travail, quoi. Penser le lieu, c'est super important dans une exposition parce que créer une narration autour du lieu qui accueille une exposition, ça fait rentrer le public directement dans le sujet et c'est beaucoup plus, ça crée beaucoup plus d'impact, je pense, dans la tête des gens en tout cas. Donc il faut vraiment faire attention de quel lieu nous accueille, qu'est-ce qu'on peut faire et comment le développer au maximum pour que ça épouse parfaitement l'endroit, quoi.